Alors, cette première table ronde, elle a un sujet ambitieux, la place de l'art dans la cité. Et pour en parler, j'appelle Dominique Hervieux et Myriam Mazouzi à venir me rejoindre. Prenez place. Dominique Hervieux, vous êtes directrice de la Maison de la Danse de la Biennale de Lyon. Voilà, ça c'est parce qu'on est dans une salle de spectacle. Alors le rideau se ferme. J'espère quand même qu'on pourra sortir tout à l'heure, éventuellement. Myriam Mazouzi, vous êtes directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris. La place de l'art dans la cité, je le disais, c'est un sujet éminemment politique pour commencer. Il interroge la cité, donc notre citoyenneté. Est-ce que le politique se nourrit de l'art ou est-ce que c'est l'inverse? Quelle place occupe réellement l'art dans notre société? Est-ce qu'il y a des lieux de non-art? Est-ce que c'est un facteur de cohésion sociale ou, comme dirait Bourdieu, au contraire, un moyen de se distinguer? À quoi servent les institutions culturelles? Ce sont toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Mais d'abord, quelques mots pour vous présenter. Alors, Dominique Hervieux, nous sommes ici chez vous, à Lyon. À Lyon, oui. Prenez le micro, Dominique. Je le disais, vous dirigez la Maison de la Danse et la Biennale de la Danse, donc vous ne travaillez pas spécifiquement à l'opéra, mais on est quand même dans votre ville. Mais vous êtes aussi, peut-être avant tout, en tout cas chronologiquement, une praticienne. Vous avez été danseuse, vous avez été chorégraphe, et vous avez commencé à bousculer l'univers de la danse dans les années 80 avec une compagnie décapante que vous aviez fondée, qui était la compagnie Montalvo-Hervieux, et qui a été un immense succès international. Et puis j'ajoute qu'avant de venir à Lyon, vous avez dirigé un autre temple de la danse en France, qui est le Théâtre National de Chaillot. Et Myriam Mazouzi, alors vous avez une formation plus universitaire, notamment d'historienne. Et professionnellement, vous avez grandi dans la musique contemporaine et vous êtes en train de mettre en place l'Académie de l'Opéra. On va en parler parce que ce n'est pas encore une institution très connue. Avant ça, vous avez eu plusieurs vies. On va revenir sans doute sur une expérience qui vous a particulièrement marqué. C'est quand vous étiez administratrice des musiques de la Boulangère. Vous avez travaillé en prison avec le compositeur Nicolas Frise. Vous m'avez dit que c'était une expérience rarissime d'échange. Peut-être un petit mot d'abord pour présenter l'Académie de l'Opéra de Paris. Donc oui, bien sûr, l'Académie de l'Opéra national de Paris, c'est donc un des piliers du projet que Stéphane Lissner a souhaité mettre en place à l'Opéra. C'est donc un pôle transmission qui regroupe tous les services liés à la transmission autour de deux axes. Un axe d'éducation artistique, donc ça regroupe le dispositif 10 mois d'école et d'opéra, la programmation jeune public de l'amphithéâtre et du studio, et puis le dispositif d'opéra université, et un deuxième axe de formation professionnelle de jeunes artistes. Donc ça intègre l'atelier lyrique. Vous verrez, vous écouterez tout à l'heure les deux chanteurs, Andrea et Alexis, qui vous interpréteront un extrait de La Flûte enchantée, qui sont sortis donc de l'atelier lyrique, qui est donc un complément de formation pour les chanteurs. Et puis on va développer un dispositif pour permettre aux metteurs en scène de théâtre de passer plus facilement à la mise en scène d'opéra, un dispositif avec Benjamin Millepied pour accompagner les chorégraphes, et puis un dispositif pour les musiciens d'orchestre. Voilà, très brièvement. Dans un an. Et tout cela s'ouvre en septembre 2015 avec la saison portée et écrite et pensée par Stéphane Lissner. Et je vous en ai glissé un mot au début, mais je vous le redis parce qu'on a eu l'occasion d'assister aux répétitions. C'est tout à fait exceptionnel. Donc Andrea et Alexis qui vont chanter du Mozart pour nous tout à l'heure, juste après le déjeuner, avant qu'on reprenne nos débats. Dominique Hervieux, vous dites que le spectateur ne doit pas être dans un rapport de consommation, comme nous le disait Serge Dorny, c'est pas de la contemplation passive, il doit être engagé. Qu'est-ce que c'est qu'un spectateur engagé ? Oui, c'est un spectateur qui a développé un regard critique et tout ça, ça s'élabore. C'est-à-dire que l'éducation artistique, la sensibilité esthétique s'éduque. Je crois qu'ici tout le monde est d'accord et que à partir nous des impulsions qu'on pourra donner et surtout de la rencontre avec les auteurs le plus possible et avec les œuvres, petit à petit c'est un spectateur singulier qui fait des choix, et qui a une culture et qui a des références. Donc il est engagé dans ce sens-là. Je pense que nous dans l'éducation artistique,
cas, moi, ce que je tente de développer, c'est deux pôles. C'est bien sûr le développement de l'émotion esthétique comme rapport à la beauté, à l'émerveillement, et c'est un droit, le droit de jouir des arts qui est dans notre Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc bien sûr, c'est pour tout le monde, jouir des arts et de cette émotion esthétique, et en même temps, c'est la dimension d'émancipation qu'apporte l'art et l'éducation artistique qui est très importante pour créer des êtres qui construisent leur propre vision du monde à partir de la multiplicité des visions du monde des artistes aujourd'hui, contemporains, et aussi du patrimoine, bien sûr. Et ça crée des spectateurs engagés, libres, et qui ont leur propre forme de pensée. Donc voilà, moi c'est dans ce sens-là que je dis que c'est des artistes engagés. Alors, des spectateurs engagés. Alors nous aussi, on a des spectateurs engagés. Vous avez remarqué tous sur vos tables, vous avez des petites fiches. C'est pour poser des questions aux intervenants. On va garder tout un temps. Tout le monde reviendra, tous ceux que vous aurez entendus reviendront sur scène. Et je vous incite à participer à nos débats. Vous aurez aussi des micros dans la salle, mais vous pouvez remplir les petites fiches. Posez vos questions à l'avance. Il y a des urnes qui sont à côté sur le bar là, où vous pourrez les déposer à l'heure de la pause. Pardon pour cette petite incise. Quand vous dites tout ça, je le comprends théoriquement. Concrètement, ça se passe comment? Comment on fabrique un spectateur engagé? Parce que vous avez affaire à des publics pour qui c'est pas forcément évident. Bien sûr. Alors, concrètement, évidemment, c'est des dispositifs qu'on invente. Je vais revenir un peu sur le début de votre intervention, sur la place de l'artiste dans la ville directement. Je pense que ce qu'on apporte, nous, les artistes, c'est vrai que moi, je parle de mon point de vue de danseuse, où j'ai élaboré ma personnalité humaine et artistique grâce à des œuvres et à des maîtres. Je pense que ce qu'on apporte, c'est une dimension d'urgence. En tout cas, moi, c'est l'assentiment que j'ai. J'espère ne pas être prétentieuse, mais c'est que, en effet, l'artiste dans la société, c'est une espèce d'éponge qui ressent la violence, qui ressent ce qui est en train de se passer dans la société, et qui tente, dans l'urgence, dans l'immanence de l'instant, d'inventer quelque chose, qu'on expérimente le problème qui est en train de se poser, et qu'on essaie de trouver des propositions artistiques pour parler de ce sujet. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est-à-dire, je vais pouvoir vous décrire tous les dispositifs qu'on a mis en œuvre, y compris avec le numérique à la Maison de la Danse. Donc tout ça, ce sont nos outils. Mais pour moi, la singularité de la présence de l'artiste dans la ville, c'est sa porosité avec le monde. Et qu'est-ce qu'on invente là, aujourd'hui, ici et maintenant, pour répondre à la question de la violence, à la question du manque de tolérance, au manque d'ouverture à l'autre, à la peur de l'autre, etc. Et donc, peut-être, je vais parler du projet Babel 8.3 que je suis en train de mettre en œuvre en ce moment à la Maison de la Danse. On est dans un quartier vraiment de poétique de la ville, très marqué par la pauvreté, aussi par beaucoup de communautés différentes et beaucoup de violence. Et j'ai proposé de faire un projet, par exemple, qui assemble des identités corporelles très évidentes, très portées, très marquées, des habitants de la ville, comme une espèce de petit musée de l'homme, on pourrait dire, chorégraphique, et on fait un portrait dansant d'un arrondissement, du 8e arrondissement, avec sa force, en mettant en lumière, en mettant en avant la beauté de la diversité des cultures. Alors évidemment, là, on est au cœur du sujet, et comment on fait pour aller repérer ces gens, vraiment, chez eux, quelquefois, dans des associations, dans tous les lieux, comment on les repère, comment on reconnaît leur culture, sans être bien sûr dans un repli identitaire ou communautariste, mais reconnaître leur culture, et comment toutes ces cultures différentes sont capables ou pas de dialoguer entre elles, et de dialoguer sur un plateau, puisque ça finira, ça aboutira à un spectacle à la Maison de la Danse, à un film de 52 minutes pour France 3, et la captation aussi à la télévision. Donc pour moi, je pense que ce qu'on apporte, nous, les artistes, c'est qu'est-ce qu'on invente maintenant pour la question puissante qui est en train d'être posée dans notre société, et trouver une résolution, on pourrait dire, esthétique et d'expérience. Et je pense que par rapport à la question que vous venez de me poser, puisque là j'ai fait un grand détour, c'est la porosité entre ce que j'appelle la danse à vivre, l'expérience sensible, je pense, qui est extrêmement puissante aujourd'hui, et qui est importante parce qu'il y a tout ce monde virtuel.
et que la danse, c'est l'incarnation du geste artistique. On ne peut pas avoir plus, je pense, plus incarné, puisqu'on n'a rien d'autre comme instrument que son corps. Et puis l'incarnation aussi d'une esthétique relationnelle. Tout ça, c'est relié aux autres. Et pour moi, le travail que je tente de faire, c'est toujours, y compris par Numéridance, par le numérique, de relier l'expérience sensible avec l'autre, comment on se touche, comment on se respecte, comment on se regarde, comment on marche ensemble, comment on respire ensemble, etc., par des tout petits gestes, quelquefois, l'expérience sensible à la constitution d'une culture chorégraphique, aux références, parce qu'on n'arrive pas à se définir soi-même si on ne connaît rien de la pratique qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc je pense qu'il y a une espèce de vertu, et c'est assez compliqué, mais avec le numérique on y arrive beaucoup mieux, de vertu entre le rapport aux œuvres qui est essentiel, c'est l'ouverture sur le monde, et c'est l'ouverture à la multiplicité des vérités sur le monde. Et c'est ça qui est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui engage la personne dans ses choix esthétiques et dans l'élaboration de sa culture. Et ça a toujours été la base de votre travail, cette porosité dont vous parlez, de mixer, d'aller chercher des influences dans le hip-hop ou dans d'autres cultures qui sont censées être moins prestigieuses que la culture classique, et de mélanger tout ça. La question, c'est comment vous trouvez ces publics, parce qu'ils ne sont pas forcément demandeurs, et comment vous arrivez à les amener, y compris à donner de leur art à eux. Alors on va vers eux, déjà. On n'attend pas qu'ils viennent vers nous, on va vers eux. Donc ça c'est la première chose. Donc ça veut dire c'est du temps. C'est du temps, c'est du personnel qui va chercher ces personnes-là dans leur pratique et qui voit un œil bienveillant. Et je pense qu'il y a beaucoup de relations humaines, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a des dispositifs et beaucoup de choses, mais la dimension de la rencontre avec l'institution, elle est d'abord lié à des personnes qui voient les autres et qui les invitent, comme dans la vie. Donc on va vraiment vers eux. Après, évidemment, peut-être la danse a cette grande force d'accueillir beaucoup de diversité de pratiques et d'imaginaire corporel. C'est ça qu'il faut comprendre. Plus que des techniques ou des clivages entre le classique, le hip-hop, le tango, etc. C'est des imaginaires corporels. Et comment ces personnes-là sentent que leur choix, là où ils ont du plaisir, c'est la sensation de plaisir qui est extrêmement important. Reconnaître le plaisir de l'autre, sa fantaisie, sa folie. Il a envie de tourner sur la tête, moi j'ai pas envie, mais je trouve ça magnifique qu'on tourne sur la tête et que ça soit un but dans sa vie de tourner sur la tête le plus longtemps possible. Et je pense qu'avec nos danseurs, ils sentent cette adhésion. Et tourner sur la tête, c'est politique ? Oui, c'est politique. D'abord, le premier qui l'a fait, c'était très politique. Après, c'est politique dans le sens où, à partir du moment pour moi où on invente et où on communique aux autres, où on tente de faire reconnaître sa propre pratique, c'est politique. C'est une façon personnelle et sensible d'être en rapport avec le monde qui nous entoure et d'exister dans ce monde-là en communiquant avec les autres. Donc pour moi, ça c'est la base du politique, de sa place dans la ville, au sens police, de la place dans la ville, parce qu'on existe avec sa singularité, avec sa fantaisie, avec sa folie, mais dans une construction esthétique. L'idée, c'est pas d'être dans une dimension sauvage ou purement narcissique, dans la construction, dans l'élaboration d'un langage qu'on offre aux autres. Je pense que vous seriez très bien en conseiller communication du gouvernement, Dominique. Voilà une autre façon, une nouvelle façon de faire de la politique. Myriam Mazozi, vous voyez les sphères du politique et de l'artistique s'éloigner irrémédiablement, peut-être, l'une de l'autre. Irrémédiablement, je ne sais pas, mais c'est vrai que quand Daniel Foch et Catherine Ferrand m'ont demandé de réfléchir et d'intervenir sur le thème de la place de l'art dans la cité, je me suis demandé comment aborder ce sujet qui a été tant débattu et pourtant qui est toujours aussi central pour nous, acteurs culturels. Donc il y a quand même bien une chose qu'on n'arrive pas à attraper. Et l'actualité de ces derniers mois m'a conduite à envisager cette question sous l'angle le plus politique qu'engage le mot cité.
Aujourd'hui, j'ai le sentiment que le projet politique et le discours politique, d'une part, et la parole et le geste artistique, d'autre part, se rencontrent beaucoup moins qu'avant. Alors voilà, il y a des choses qui m'ont frappée. Alors, une exception, évidemment, notre garde des Sceaux qui cite les mots de René Char dans l'hémicycle. Oui, là, elle montre combien sa parole artistique, combien son geste artistique sont nourris par l'œuvre. Comment son geste, le lapsus est joli, politique, son action politique et sa parole politique sont nourris par l'œuvre d'art. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, mais le journal Le Monde a fêté ses 70 ans en organisant 30 conférences sur des thèmes très variés, la religion, l'innovation technologique, la cuisine, etc. Et il y avait quelques artistes qui étaient invités, mais ils étaient invités pour parler de leur parcours, pour parler de leur art. Et ils n'étaient pas invités à des tables rondes sur des thèmes politiques, sur des thèmes de société, et on ne les a pas conviés à croiser leurs regards, à croiser leurs propos avec des intellectuels. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a 20 ans, ces tables rondes auraient été organisées de la même façon ? J'en suis pas certaine. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que cet isolement du politique implique dans le projet politique lui-même ? Aujourd'hui, beaucoup de voix s'élèvent, et encore dernièrement celle d'Edgar Morin, pour dénoncer l'absence d'un grand projet politique. Et on peut bien constater que le résultat des dernières élections européennes nous ont éclairé brutalement le désamour entre les peuples, les nations et cette grande idée d'Europe qui a été inventée il n'y a pas si longtemps que ça. Et on peut s'interroger sur l'insuccès du projet européen. Et mon sentiment, c'est que les raisons, elles sont multiples évidemment, mais sont à chercher dans le fait que le projet politique, au sens le plus noble du terme, est beaucoup moins nourri, beaucoup moins alimenté par les artistes, par les démarches artistiques et par les projets artistiques et par les œuvres d'art. Et c'est cette coupure-là qui me semble aujourd'hui symptomatique de notre époque. C'est pourquoi j'avais envie de parler de l'art comme un état de liberté. Et donc vous aurez bien compris mon allusion à Schiller quand il dit « c'est par la beauté que l'on s'achemine vers la liberté ». Cette phrase que j'aime tout particulièrement, je la trouve intéressante parce que là, la liberté est posée par Schiller comme un avant-propos à la démocratie. Et on peut dire du coup que l'art est un état de liberté. Et ces dernières semaines, voire ces derniers mois, parmi tous les désastres qui occupent les journaux, nos journaux télévisés ou numériques ou papier, il y a le mouvement salafiste et l'entreprise de démolition qu'il instaure, justement de l'état de liberté. Et ce qu'un tel mouvement instaure, au-delà des violences et des barbaries faites aux femmes et aux hommes, c'est l'interdiction, et c'est ça qui me frappe, c'est l'interdiction de toute pratique artistique, c'est l'interdiction de toute manifestation artistique, y compris d'écouter la musique. Et ça va bien plus loin que toutes les entreprises d'interdiction ou de contrôle des arts et des lettres qui ont été mises en place par tous les régimes dictatoriaux et totalitaires jusqu'ici. Le salafisme, en interdisant toute pratique artistique, cherche en premier lieu à contrôler l'intime, à anéantir l'espace de liberté personnelle de l'individu, à anéantir l'état de liberté. Et c'est pour cela, et c'est à ça que s'attachent donc ces mouvements en premier lieu. Une volonté de réduire l'intime, une volonté de le dominer. Et par son geste, que fait l'artiste ? Son geste intervient sur ce qui nous constitue, et donc il nous inscrit dans une communauté plus grande, et donc il nous rassemble. Et si on étudiait, en écrivant ça, je me suis dit, si on étudiait la place de l'art dans chaque pays, et qu'on en faisait une représentation graphique, avec des camemberts ou des tableaux, etc., on pourrait du coup dessiner une carte des régimes politiques, ou avoir une radiographie de l'état de santé de nos régimes démocratiques. Et l'art, du coup, peut se poser comme marqueur des libertés individuelles. Sur quoi nous travaillons lorsque nous mettons en place des projets, des dispositifs pour permettre au plus grand nombre, et plus spécifiquement les enfants, et encore
et plus particulièrement ceux qui en sont le plus éloignés. Donc sur quoi travaillons-nous lorsque nous permettons à toutes ces personnes-là de rencontrer une œuvre d'art? Nous contribuons à l'enrichissement personnel, de l'espace personnel, de la liberté individuelle, et par conséquent, nous renforçons la citoyenneté. Alors je vais revenir au compositeur Nicolas Fries. Le compositeur Nicolas Fries a mis en place le Studio du Temps à la Maison Centrale Haute Sécurité de Saint-Maur, dans l'Indre. Donc le Studio du Temps, c'était un atelier de travail pénitentiaire qui était composé de studios de numérisation d'archives sonores. Et que fait-il lorsqu'il forme au métier du son des détenus condamnés aux longues peines? Il remet du droit dans une zone de privation des libertés, dans un contre-espace, dans une hétérotopie, comme les appelait Foucault. Et je voudrais venir sur un projet particulier que Nicolas Fries a mené dans cette maison centrale. C'est le colloque qu'il a organisé. C'était un colloque création sur le thème du temps. Et donc l'idée a été de réunir des scientifiques, astrophysiciens, physiciens, des intellectuels issus des sciences économiques, des historiens, des artistes, compositeurs, musiciens et des détenus autour d'un thème qui se déroule évidemment d'un point de vue politique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue scientifique. Et à la fin de ce colloque qui durait 2 jours, il y avait une création musicale qui réunissait tous les intervenants qui le souhaitaient. Et l'intérêt de ce colloque, c'était qu'il était destiné à un public venant de l'extérieur et à un public privé de liberté, donc devant les détenus. Et donc l'objectif était de croiser les regards et les expériences de tous les intervenants. Et là, on est donc sur les questions du dedans et du dehors, et c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas entrer c'est pas parce qu'ils ne peuvent pas sortir que nous ne pouvons pas entrer. Et ça m'amène tout naturellement à vous parler de l'art comme mouvement, l'art comme facteur de mobilité géographique, mentale et sociale. Et là, je reviens sur une expérience que j'ai vécue en 1990 avec le metteur en scène Jean-Pierre Vincent, qui vient donc d'être nommé peu de temps auparavant directeur du Centre dramatique national de Nanterre, et qui veut mettre en place une politique très volontariste pour les habitants des quartiers qui environnent le centre dramatique de Nanterre. Et il s'intéresse tout particulièrement à la grande communauté maghrébine qui habite les quartiers autour du théâtre. Et du coup, alors je rappelle juste parce qu'historiquement c'est important, que Nanterre a abrité l'un des plus grands bidonvilles de la région parisienne, bidonville que Jacques Panigel a notamment filmé dans Octobre à Paris. Donc Jean-Pierre Vincent invite plusieurs troupes de théâtre algériennes à venir se produire au CDN de Nanterre dans des pièces en langue arabe. Et il accompagne cette invitation d'un gros travail sur le terrain avec des médiateurs culturels qui parlent arabe et qui sillonnent les quartiers et qui vont pour informer et donner envie, convaincre les habitants de venir. Qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, c'est un échec. Les populations arabophones de Nanterre sont très peu venues à Nanterre voir les spectacles algériens. Pourquoi ? On le sait très bien, c'est une question d'appropriation et c'est une question de mobilité sociale. Il était très compliqué pour certains habitants de Nanterre de se projeter dans un lieu qui ne leur appartenait pas, dans un lieu qui leur semblait pas destiné, qui leur semblait destiné à tort ou à raison pour une catégorie sociale différente dans la leur. Et c'est pourquoi cette expérience m'a toujours guidée dans les projets que j'ai mis en place. Il est très important que les artistes et les institutions culturelles mènent des projets artistiques dans les quartiers éloignés des arts et de la culture, comme on dit. Aujourd'hui, j'ai presque fini. Mais je pense qu'il est absolument primordial de faire venir l'ensemble des populations dans nos institutions. Et alors, je le dis d'autant plus simplement que l'Opéra de Paris, avec l'Opéra Bastille et le Palais Garnier, l'enjeu est de taille. Voilà. Je voulais juste après parler juste 2 minutes du dispositif Dis-moi d'école et d'opéra. Je sais que évidemment Claire Suardet vous en parlera plus longuement, mais c'est vrai que le dispositif Dis-moi d'école et d'opéra avec la classe des petits violons est très 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 attentive à cette question de faire venir les enfants dans nos institutions culturelles.
Et je voulais juste, en conclusion, reprendre les mots de Virginie Despentes: pour être subversif, donc en mouvement, l'art doit être vivant. Alors c'est une évidence, mais j'avais envie ici de tirer le signal pour vraiment insister sur le fait qu'il faut résister aux mouvements actuels qui assimilent et diluent la pratique artistique et l'acte artistique dans une sorte de grand magma du divertissement et du jeu, et que juste finir pour rappeler, puisqu'il y a des questions sociales aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'art sans artiste. Voilà. Alors, vous avez dit beaucoup de choses, Myriam Mazouz. Il nous reste 5 minutes pour débattre. Vous avez parlé de est-ce que les artistes sont des intellectuels, est-ce que les intellectuels sont des artistes, et vous voyez une frontière se dessiner. Peut-être qu'en particulier pour une danseuse, c'est une vraie question intéressante. Mais je voudrais peut-être qu'on revienne sur cette histoire triste que vous nous racontez de Nanterre, où on prépare quelque chose et personne ne vient. C'est quand même assez déchirant. Dominique Hervieux, pour faire venir les publics qui n'y ont a priori pas accès et pas forcément envie, vous avez des techniques très particulières, très efficaces. Oui, c'est la barrière symbolique du lieu qui est plus difficile, plus importante que la barrière économique. Et d'ailleurs, parce qu'on le voit dans nos tarifications très très accessibles, donc c'est un vrai problème. Bon, je vais donner quelques exemples. Par exemple, c'est vrai, à la Maison de la Danse, on a justement cette vidéothèque Numéridance toute la journée ouverte, où toutes les classes, on prend une classe d'âge par an, et ils viennent tous à Numéridance avec une pratique après avec un artiste pendant la journée. Et ils passent par la salle, c'est-à-dire on fait un parcours où ils passent par la salle, et ils voient la salle, et quand même ça a vraiment décoincé, on pourrait dire. Et ce qui est très important, c'est que ces enfants qui viennent avec leurs parents, avec leurs instituteurs, ils reviennent quand même beaucoup avec leurs parents. Là, je viens d'avoir une étude de géolocalisation du public de la Maison de la Danse. Le 8e est surreprésenté, donc en effet, on a ces populations-là par tous ces dispositifs. Par exemple aussi, je parlais de l'échauffement du spectateur l'autre fois, où les gens viennent voir un spectacle et avant, ils ont une pratique, mais de 3/4 d'heure avec l'artiste pour se familiariser, pour s'approprier. Et c'est ça, hein, c'est l'idée de l'appropriation. S'approprier un détail qui va se développer après sur scène. Donc toutes ces choses-là, c'est une façon de sortir de l'intimidation, finalement. Et en effet, c'est la culture chez eux, c'est-à-dire Numéridance, c'est après, ceux qui voient à la Maison de la Danse, ils peuvent le voir chez eux. Et la culture chez soi, il faut arriver à ce que là, l'enjeu, c'est passer de la culture chez soi à la culture au théâtre. Vous nous avez dit tout à l'heure, Dominique Hervieux, ce que j'ignorais, que le droit de jouir des arts était un droit de l'homme. Je ne sais pas dans quelle déclaration c'est, mais enfin... La déclaration de 1945 au théâtre de Chaillot, j'ai bien étudié du coup quand je suis arrivée à Chaillot, et c'est, oui, en effet, c'est un des droits. Myriam Mazouz, vous le saviez ? Oui, je le savais, et pour moi, c'est évidemment une chose... Enfin, le droit à l'éducation et le droit à jouir de l'art, c'est indissociable, et je pense que c'est pas pour rien que les régimes totalitaires aujourd'hui s'y attaquent aussi violemment. Voilà, on est vraiment au cœur du sujet. Alors, on voudrait tous être dans une société prospère, ouverte, libre et qui permette, ce qui est le cas aujourd'hui quand même, le développement de toutes les expressions. En même temps, dans les sociétés totalitaires, il y a aussi un art de résistance, je pense notamment à Solzhenitsyn avec l'archipel du Goulag, qui est extrêmement puissant. On ne peut pas dire qu'il y a des zones de non-art. Je ne sais pas si en prison que vous connaissez, il n'y a pas d'art. C'est une question. Si, c'est pas parce que il y a des tentatives de réduire et de dominer et de contraindre l'art qu'il n'existe pas. Ça, on essaye de contraindre la personne de l'artiste, mais après évidemment que l'artiste, et heureusement, est toujours plus fort. Et il y a tellement d'exemples, que ce soit en Chine, enfin, vraiment partout, qui montrent que l'art est avant tout un acte de résistance. En tout cas, merci toutes les deux pour ces exposés et bravo pour les actions que vous menez. On va maintenant regarder un petit film. C'est un film qui présente les coulisses de l'Opéra de Lyon, réalisé par les équipes de l'Opéra de Lyon. Je vous l'ai dit, chaque institution partenaire a réalisé son propre film. On va les regarder ensemble. Et puis pendant ce tout premier film, on va nous éclipser pour laisser la place à Didier Fusilier et à Sophie Janin, qui seront accompagnés par Sabine Deville. Donc on va regarder maintenant comment scolaire et opéra interagissent.